Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de FC Politique. Et au menu de cette émission, nous prenons la route. Nous irons en direction d'Arzier-le-Muy puisque la pose officielle de la première pierre du complexe scolaire Le Bix a été posée vendredi dernier. Nous prendrons également des nouvelles de Télédôle et de la procédure de sauvegarde. Mais notre grand invité n'est autre qu'Yves Froidevaux, nouveau municipal de la ville de Gland. Yves Froidevaux, bonjour. Bonjour Florian. Alors ça fait tout juste un an que vous êtes entré en fonction, le 22 avril. Vous avez prêté serment. Comment s'est passé ce gap entre conseiller communal et municipal ? C'est passionnant, énormément de travail, énormément de projets à mener. Donc je crois que c'était une première année très studieuse pour faire avancer beaucoup de projets qui tiennent à cœur aux Glandois et aux Glandoises. Donc oui, vraiment une année de travail intense et passionné et passionnant. Vous avez été élu au nez à la barbe des GDG. Vous avez repris un dicaster GDG qui n'est pas facile. Il y a beaucoup d'enjeux liés notamment à l'urbanisme et au bâtiment en ville de Gland. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce dicaster, dans les tiroirs de ce dicaster ? Alors d'abord, par rapport à l'urbanisme, finalement, c'est quelque chose qui touche à tous les aspects de la vie, de l'habitat, de la ville. Donc c'est vraiment un domaine extrêmement riche et aux conséquences multiples. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est de se dire mais comment on aimerait développer notre ville, quel impact ça a, par exemple, sur la circulation, sur les écoles. Donc vraiment, c'est d'une extrême richesse d'avoir la chance d'avoir ce dicaster avec des enjeux assez majeurs, parce qu'il y a pas mal de quartiers qui doivent être encore développés. Donc oui, vraiment un dicaster qui permet de toucher à énormément de sujets extrêmement divers, et puis qui demande aussi beaucoup de collaboration avec les autres services, avec mes collègues de la municipalité. Yves Froidevaux, c'est une réponse toute politicienne que vous venez de me livrer. On vous décrit plutôt comme taquin en général. Sincèrement, vous passez après un municipal qui a tenu ce dicaster pendant près de 20 ans. Franchement, on découvre quoi ? Quels sont les aspects négatifs qu'on découvre dans ce dicaster de l'urbanisme en ville de Gland ? Tout a bien été fait ? Oui, enfin, je crois que mon collègue auquel j'ai succédé a amené certains projets en avant. Moi, j'ai d'autres sensibilités aussi. Peut-être, donc c'est aussi peut-être d'autres tendances dans les projets. Donc, c'est peut-être là que je marque ma différence. C'est quoi votre différence ? Pour moi, par rapport aux enjeux qui me tiennent le plus à cœur par rapport à un dicaster, c'est de pouvoir réellement offrir des logements supplémentaires à la population et un pourcentage assez significatif de logements d'utilité publique, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à se loger à Gland. Quand on est jeune et qu'on quitte la maison de papa et maman... Ou même quand on fait partie de la classe moyenne. Voilà, on n'arrive pas à trouver un logement qui est accessible financièrement, et il faut vraiment qu'on offre ce type de logement à la population. Donc, il y a un vrai enjeu autour de créer des logements, parce qu'aujourd'hui, on ne crée pas assez pour faire baisser les prix. Justement pour créer des logements. Alors, on peut parler de ces projets. Alors, il y a des grands dossiers, on va en parler. Gare Sud, par exemple. L'augmentation des LUP, ces logements utilité publique. Alors ça passe notamment par des exemples. Immeuble Grande Rue 9, démolir et reconstruire un immeuble justement destiné à être une LUP avec une surface commerciale au rez-de-chaussée. Ça veut dire augmenter finalement les possessions communales pour avoir une incidence sur le marché. Alors, c'est en tout cas la volonté de la municipalité d'acquérir un certain nombre de biens immobiliers. L'exemple de Grand Rue 9, effectivement, il y avait une petite maison, on va construire un immeuble qui n'est pas énorme, mais un petit immeuble avec une surface commerciale, et l'immeuble pour la partie logement, ce sera uniquement des loyers d'utilité publique. On a également acheté un terrain au chemin du Midi, juste à côté du VVF. Là, c'est des bâtiments qu'on va conserver. Donc, pour nous, c'est important d'abord d'avoir du logement et du foncier pour la commune. Et puis, l'autre axe pour avoir des loyers d'utilité publique, c'est l'ordre de développement de quartier, c'est d'imposer un certain pourcentage
dans les nouveaux logements. Comme à Nyon, 20 à 25% de logements, c'est ça? Et puis c'est aussi dans le PACOM, donc ce fameux plan qui va définir l'avenir du développement de la ville, aussi imposer un certain pourcentage de loyer d'utilité publique pour les nouveaux logements. Donc vraiment, on a aujourd'hui des outils qui permettent de rendre plus accessible le logement à monsieur et madame tout le monde. Et c'est suffisant parce que franchement, il y a peu de surfaces qui appartiennent aux mains des communes en général. Est-ce que c'est des mesurettes pour faire bonne figure ou est-ce qu'on a un vrai potentiel de pouvoir infléchir sur ces loyers dans une zone, l'Arc lémanique, qui est suroccupée, où il y a très peu de logements qui se libèrent? Je pense que les outils qui sont à notre disposition, notamment le droit de préemption, est vraiment un outil hyper intéressant. Parce qu'il permet à la fois à la commune d'acheter un bâtiment, de faire un peu de rendement et d'offrir, sans finalement que ça coûte à la collectivité publique, des logements d'utilité publique moins chers. Donc je crois qu'on a des outils maintenant. Est-ce qu'ils sont suffisants? Probablement pas. On va continuer à avoir des problèmes de logement. Déjà, il n'y en a pas assez, clairement. Aujourd'hui, on ne construit pas assez et il faut que les gens puissent... Si le marché veut se détendre, il faut qu'il y ait des logements vacants. Et puis, d'autre part, on va utiliser au maximum les outils qui permettent de faire des loyers d'utilité publique. Voilà, alors en termes de pourcentage encore, c'est des choses qui sont discutées encore au sein de la municipalité, donc je ne peux pas donner des chiffres aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a pas de scoop. Une vraie volonté, pas là-dessus en tout cas. Mais ça serait quoi, votre volonté? Je pense qu'entre 25 et 30% des nouveaux logements qui doivent être d'utilité publique, ça me paraîtrait une bonne chose. Maintenant, alors, il y a... là aussi, il va falloir convaincre, notamment parce qu'on va devoir construire des nouveaux logements dans la ville, repenser peut-être certains quartiers en densifiant, et que là aussi, il faudra expliquer à la population tous ces enjeux-là. Alors, il y a déjà des quartiers qui ont été construits, c'est le cas, par exemple, de la Combat. Le gros enjeu, c'est le plan d'affectation, notamment pour Gare Sud. Alors là, est-ce que ce sera... on va construire en hauteur? Est-ce qu'on verra d'autres tours à gland autres que celles de Suisse Côte? Est-ce là votre volonté? Est-ce que ce sera une ville toute bétonnée, un quartier tout bétonné, comme on a pu l'entendre au dernier conseil? Ou est-ce que ce sera végétalisé? Alors, déjà, y a un enjeu assez simple. Si on veut conserver du terrain végétalisé au sol, il faut construire plus haut. Okay. Donc, c'est le débat qu'il y avait eu avec Suisse Côte. Donc ça, c'est une question qu'on doit pouvoir aussi discuter avec la population. Est-ce qu'on veut des bâtiments bas, mais qui occupent une très grande surface et finalement avoir moins de surface végétalisée, perméable, ou bien on est prêt à construire plus haut et puis de conserver finalement un environnement dans l'habitat plus végétal. Donc vous voyez des tours carrément pour Gare Sud ou des immeubles? Non, alors je ne parle pas de tours. Je pense qu'on risque de construire un peu plus haut que d'habitude. Plus haut, c'est quoi? C'est combien d'étages? Ça doit être... Il y a une démarche participative qui va être lancée. Oui, d'accord, mais ça, on demande l'appel de la population. Le municipal, lui, il aimerait combien d'étages pour allier sa philosophie de logement d'utilité publique à ce qui peut être fait? C'est difficile de donner un nombre d'étages précis aujourd'hui parce que ça va dépendre vraiment aussi de comment on imaginait les extérieurs. Et puis, oui, ce sera plus haut. Quoi, 10 étages? Ça pourrait être autour des 10 étages, peut-être, mais rien n'est aujourd'hui gravé dans le marbre. Je crois que l'idée de Gare Sud, c'est de pouvoir rapidement, et il y a un préavis qui sera déposé, aller discuter avec la population, discuter des enjeux aussi des extérieurs, de comment on aménage ce quartier avec la population, et puis ensuite de faire un plan d'affectation qu'on déposerait au canton. Donc c'est vraiment d'intégrer les besoins, les retours qu'on aurait de la population par rapport à ce projet, et non pas d'avoir fait un plan et puis faire après une consultation bidon. Donc vraiment, on veut écouter les gens et les intégrer dans cette réflexion. Par contre, il y aura un certain nombre de choses qui seront posées dès le départ, un nombre d'habitants, et puis également le fait que combien d'habitants vous prévoyez? De tête, vous ne savez pas? Je ne sais pas par cœur. Et un certain nombre d'habitants, de l'activité aussi commerciale, et puis... Peut-être le marché. Peut-être le marché, mais ça, c'est par exemple une question qui doit discuter avec la population, parce que pour créer le marché, on va devoir faire des surfaces en dur
au sol pour accueillir les camionnettes, les stands. Puis c'est des surfaces qui ne pourront pas être végétalisées. Donc ça peut être une option évidemment à débattre, mais ça veut dire qu'on renonce à une partie de végétalisation du sol. Donc ce sera plus béton ou avec des dalles que quelque chose de plutôt vert. Personnellement, me plairait plus. Mais évidemment, des arbres en pot, par exemple, ça pourrait vous convenir. Je vous taquine. Revenons par exemple à Suisse Côte. L'un des enjeux de la campagne, c'était aussi d'offrir une couverture sur l'avenue du Mont-Blanc. C'est quoi ce projet? Il est abandonné? Il est mort-né? C'était une promesse de campagne? Alors, c'est d'abord pas une promesse de la commune, c'est Suisse Côte qui a fait cette proposition. L'urbanisme. Qui a fait cette proposition pendant la campagne. À ce moment-là, je n'étais pas municipal. Donc, c'est pas une promesse de la commune. Et puis, il y a une étude qui a été faite. Étude qui sera, d'ailleurs, là, il y a un scoop qui sera publié sur le site de la commune cette semaine, qui montre qu'au fait, c'est assez simple. Si on veut faire passer des camions, il manque de mètres. Et donc, on se retrouve avec une couverture, soit on fait passer que des petites voitures électriques, soit on fait pour que les camions, ce qui est logique, puissent passer. Et donc, on se retrouve à 2 mètres en dessus des quartiers qui sont en haut de la butte. Donc, c'est pas extrêmement sympathique d'avoir un mur de 2 mètres des deux côtés pour avoir une couverture sur laquelle il faut monter avec des escaliers qui ne seraient pas à la hauteur des habitations. Mais c'était quand même un argument assez alléchant pendant cette campagne sur le référendum. Est-ce que vous pensez que ça a pu convaincre des gens qui ont voté pour ce plan d'affectation parce qu'il y avait de l'autre côté une couverture de cette avenue du Mont-Blanc? Difficile. Que ça aurait pu fausser un peu une campagne. Je ne pense pas que ça a faussé la campagne, parce que les résultats étaient relativement clairs et puis qu'il y avait d'autres enjeux. Je pense que ça a pu séduire un certain nombre de Glandois et de Glandoises sur un projet qui était vraiment proposé par Suisse Côte et non pas par la commune. Donc il y avait derrière aucune... c'était pas une promesse électorale de la commune. C'était pas une promesse de politicien, en tout cas. On parle justement d'infrastructure également, parce que quand on construit, quand on veut attirer des gens, on parle d'infrastructure. Allez, revenons sur, par exemple, le dossier de la patinoire. Je rappelle que vous aviez fait partie, à l'époque, lors du dépôt du préavis de retirer en février 2023 de la commission ad hoc, de la commission technique, dans le camp de la majorité de cette commission. Et cette commission reprochait à ce préavis un emplacement discutable, demandait une meilleure utilisation de l'énergie, une meilleure gouvernance, disait que la convention en l'état était inacceptable et qu'il n'y avait pas d'implication de la région dans ce projet. Maintenant, vous êtes à la Mune, vous êtes en charge de l'urbanisme, des bâtiments et vous travaillez avec le municipal qui a déposé ce projet. Comment ça se passe? Où en est-on? Qu'en savez-vous? Alors, je pense que c'est au municipal qui porte le projet de le présenter de manière plus fine. Mais ça avance. Alors oui, ça avance. Et je sais qu'on a eu une présentation encore récemment de ce projet. Alors, une des critiques, c'était la viabilité financière du projet et notamment le business plan qui nous était présenté, qui, en tout cas à titre personnel, quand j'étais conseiller communal, me convainquait peu et, à mon sens, faisait porter des risques financiers à la commune très importants. Notamment par les modalités qui étaient prévues dans les conventions. Donc, pour moi, il y avait surtout un problème financier autour de ce projet, et puis aussi des questions énergétiques qu'il fallait clarifier. Pour moi, alors voilà, et maintenant, ça se clarifie. La nouvelle approche que Gilles Davoine, mon collègue, je ne veux pas lui griller son projet aujourd'hui, mais me paraît beaucoup plus solide financièrement, en termes notamment de recettes qui permettraient de couvrir les frais de la patinoire et de l'exploitation de la patinoire. Ça ne veut pas dire que la commune ne devra pas mettre sa main à la poche elle la mettra régulièrement, elle aura de le faire. Mais en termes de risque financier sur le moyen et le long terme, on est, à mon avis, beaucoup plus confortable et beaucoup plus solide.
Allez, si je vous parlais de ce projet et de la région, c'est parce que vous êtes un régionaliste convaincu. Hein. Pour vous, la région se construit avec toutes les communes. Vous êtes d'ailleurs au conseil d'administration de Télédôle. Allez, Télédôle qui a une bonne nouvelle, puisque la procédure de sauvegarde a été levée par le tribunal de commerce de Besançon. On regarde le sujet, on y revient après. La procédure de sauvegarde est levée, donc vous pouvez imaginer, c'est un énorme soulagement. C'est l'aboutissement de tout un travail pendant 6 mois qui maintenant a une issue extrêmement heureuse. Qu'est-ce que ça signifie, la procédure de sauvegarde est levée? Ça signifie que les ennuis judiciaires du côté français sont terminés et que le chantier maintenant va pouvoir redémarrer assez rapidement, puisque même dans le courant de la semaine, il y a un rendez-vous sur place avec les différents intervenants pour établir un calendrier puis pour reprendre les travaux dès que possible. Télédôle avait toujours souhaité pouvoir inaugurer le Lapin Blanc au 1er juillet. Est-ce que ce calendrier peut être tenu? Quels sont désormais les délais? On en saura beaucoup plus d'ici la fin de la semaine ou peut-être dans les 5-6 jours qui vont venir. Aujourd'hui, ça semble un peu serré quand même. C'est pas impossible, mais je pense que c'est un peu serré. Je pense qu'il est beaucoup plus imaginable et praticable de penser à une ouverture pour, on va dire, peut-être la fin de l'été. Je pense que les différents écueils ont été levés, mais vous le savez qu'on est au Jura, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un orage est vite arrivé, mais on va dire aujourd'hui, on ne l'espère pas. Et même s'il va y avoir un orage un jour, je pense qu'avec toutes les difficultés que nous avons dû affronter, les hauts et les bas, on a quand même maintenant un petit peu de recul pour pouvoir faire ce qu'il faudra au moment venu. Voilà, Yves Froidevaux, vous êtes l'un des administrateurs de Télédôle pour la ville de Gland. On ne vous a pas tellement entendu dans le débat lors du référendum qui a été lancé contre la décision du conseil intercommunal le 30 octobre dernier d'accorder des fonds pour Télédôle. Pourquoi? Alors, on est une équipe, hein, et c'était les deux Olivier, donc le président et le vice-président, qui étaient chargés de répondre aux médias et de s'occuper de la communication. Donc, je trouve que c'était important qu'il y ait finalement une ou deux voix sur ce projet, pas 50. Vous auriez pu les appuyer. Oui, mais j'ai jamais été invité à NRTV pour parler de Télédôle, donc mais dans les autres médias non plus, finalement. Bon, on m'a pas posé la question, donc à un moment donné, je pensais qu'il fallait pas non plus avoir trop de voix, et puis qui auraient été pas du tout discordantes, parce qu'on était totalement d'accord sur la situation. Alors, je vous pose la question, du coup, c'est une infrastructure importante, ces pistes de ski, Télédôle, ce domaine Jura-sur-Léman pour la région. Pour moi, c'est effectivement un dossier hyper important. On sait aussi les risques qu'aurait pu pour la région par rapport à une éventuelle faillite. Maintenant, on travaille, je pense, de manière plus sereine aussi pour la suite, avec cette question 4 saisons qui doit aussi être construite par la région et par la France. Parce que finalement, nous, on est propriétaires d'installations et que la politique plus générale, elle doit être aussi portée par le politique. Moi, je suis plus occupé d'autres choses dans le conseil d'administration. Je passe pas seulement des questions de gouvernance. J'ai rédigé le règlement de fonctionnement du conseil d'administration, travaillé sur des projets de nouveaux statuts. Donc, j'ai eu d'autres missions que d'être... Qu'est-ce qui va changer dans ces nouveaux statuts? Un des éléments, c'est de définir des profils d'administrateurs qu'on aurait besoin en disant... Plus de professionnels, moins de politique? Alors, c'est possible. Là aussi, les statuts ont été vus à peu près par personne à part Télédôle. Mais l'idée, c'est aussi de dire on a besoin de telles compétences dans un conseil d'administration, juridique, financière, tourisme, etc. Donc, c'est définir des profils de personnes qui amèneraient des compétences spécifiques. Il faudrait être attentif que tous les profils soient présents au sein du conseil. Tous les profils, effectivement, plus de professionnels, moins de politique. Qui peuvent aussi venir de communes, hein, parce qu'on a beaucoup de gens qui ont des compétences très pointues au sein des communes. Donc l'idée, c'est pas d'exclure du tout, en tout cas en l'état, des représentants des communes, de loin pas, mais c'est vraiment de se dire... Mais finalement, c'est une question qu'on devrait se poser dans chaque conseil d'administration. Quelles sont les compétences qu'on a besoin en son sein pour que celui-ci fonctionne et que la société soit menée de manière efficace et sûre. Voilà. Voilà. On va terminer sur des montagnes, on va passer au lac, avec les rives du lac, hein, également tensé lors du dernier conseil sur l'accès à ces rives du lac. Il y a énormément de projets à Gland. Moi, depuis que je traite la politique dans la région, j'en entends parler de cet accès aux rives du lac, notamment à Gland, de chemins de piétonniers, etc. Il y a 3 plans d'affectation, sauf erreur,
qui sont en cours ou on ne sait pas trop. Qu'est-ce qui se passe avec ces rives? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'il y a 2 plans d'affectation sur les 3 qui sont bloqués, dont celui qui concerne directement la plage et puis le restaurant, parce que le canton a décidé, et ça depuis 12 ans, hein, parce que le canton a décidé que tant que le chemin piétonnier le long des rives n'était pas sous toit, ils allaient bloquer ce projet. Sauf que le chemin piétonnier n'avance pas, ce qui est dommage pour un chemin, et donc on se retrouve dans une situation de blocage absolument complet par rapport à cette situation, alors qu'il y a une vraie volonté de pouvoir faire quelque chose de différent que cette plage, de le rendre accessible aux familles, aux personnes à mobilité réduite, d'en faire un lieu beaucoup plus encore... Enfin, voilà, déjà des premiers aménagements, mais plus convivial, plus accessible. Donc là, avec ma collègue Christelle Giroudi-Neguer, on a pris effectivement d'autres bâtons de pèlerin pour aller... Ça a été trop lentement, ce dossier des rives du lac, à votre avis? Ça, c'est quelque chose que vous avez découvert dans votre dicaster qui, vous trouvez, a été peut-être traité un peu par-dessus la jambe? Non, je ne pense pas que c'était traité par-dessus la jambe, parce qu'il y avait d'ailleurs un projet en 2016-2017 de nouvel aménagement. On est en 2024, 5 mais j'ai 5 J'ai estimé qu'il fallait que je fasse, avec ma collègue, qu'on fasse bouger ce projet. Et qu'on devait impérativement maintenant trouver une solution avec le canton et qu'on débloque ce plan d'affectation qui s'appelle Falaise 3, qui concerne effectivement la moitié du terrain, plus l'hôtel et le restaurant. Parce que tant qu'on n'a pas débloqué ça, on ne pourra rien faire. Donc on va en tout cas faire tout, harceler le canton, enfin tout ce qu'on peut pour... que dans les meilleurs délais, j'espère, on puisse débloquer ce sujet, parce qu'on ne peut pas continuer... C'est cher aux Glandois, hein, c'est ça. Non, mais on ne peut pas continuer à avoir cette plage où rien ne peut se passer. Je veux dire, c'est juste impossible, quoi. D'accord. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, il y aura un autre coupé de ruban que vous allez faire avant. C'est en tout cas certainement les agrandissements de Mauvernay et de Grandchamp, un étage supplémentaire pour chacun de ces 2 établissements. On va terminer là-dessus. Le temps passe en votre compagnie. Qu'est-ce que vous avez appris, vous qui êtes enseignant de base, hein, alors c'est en ortho aux sources? Ce que j'ai appris, c'est que... d'abord, qu'il fallait penser aux détails. En fait, c'est assez marrant, parce que parfois des petits détails dans un projet de construction font toute la différence quand ils sont bien pensés dès le départ. Et on voit des écoles extrêmement mal pensées. Je vais être très concret, d'avoir assez d'espace sous les casiers qui sont mis pour passer la machine à nettoyer le sol. Et voilà, le municipal s'occupe de ça également. Mais donc, quand on a effectivement des équipes qui pensent à ce genre de choses, ça simplifie la vie du concierge, la vie de tout le monde. Et donc, parfois, le diable se cache dans les détails. Et puis, il faut aussi, comme municipal, soigner les détails de tous les projets. Et voilà, Yves Pradevaux, on va terminer avec un dernier sujet en votre compagnie, puisque vendredi dernier à Arzier-le-Muy, on posait la première pierre du nouveau complexe scolaire. On y était et on regarde ça. C'est la pose symbolique de la première pierre de notre école scolaire intercommunale. Comme tout chantier, il y a des études qui ont été faites, un concours d'architectes, il y a eu des oppositions. Et quand on a enfin pu lever les oppositions, on a découvert des vestiges archéologiques et il a fallu consacrer 6 mois de fouilles archéologiques avant de vraiment pouvoir commencer à travailler. Maintenant, les travaux sont faits. On est là dans la salle de gym. On voit que les murs ils sont déjà bien hauts. Je pense que le bâtiment sera beau. J'espère que nos enfants, en la rentrée 2026, pourront s'éclater dans cette salle et dans les classes qui seront à l'école. C'est un bâtiment qui va être à l'AIGE, donc on va racheter le bâtiment et puis il y aura dans ce lieu, il y aura évidemment une APE, il y aura de quoi accueillir les élèves hors temps scolaire. C'est les 5 communes qui font partie du même groupement scolaire qui se mettent ensemble pour un collège qui va pouvoir être au niveau déjà de ces 5 communes, mais aussi régional avec cette salle de gym triple. Et j'ai trouvé vraiment super qu'on ait les 4 anciens municipaux d'Arzier-le-Muy qui étaient là au départ, qui ont travaillé là-dessus, qui étaient présents aujourd'hui. Je trouve que ça mettait encore en plus à cet événement, à cette cérémonie. On en a parlé avec mes collègues des 5 communes.
en 2009 déjà. D'après toutes nos prévisions, on se rendait bien compte qu'il fallait construire quelque chose, qu'on n'allait plus avoir assez de place pour loger nos élèves. Oui, bien sûr que c'est un pari. Oui, bien sûr. Il faut réussir à déjà convaincre nos collègues à la municipalité, après convaincre les municipalités des 5 communes partenaires. Après, il faut convaincre chacun à son tour nos conseils communaux. On avait des opposants qui disaient qu'on était des utopistes, qu'il y aurait beaucoup trop de places, qu'on faisait des mauvais calculs. On voit maintenant, il y a 10 classes dans des containers. Comme ça a été dit, ça ne sera pas seulement pour les élèves, ça sera aussi pour toute la population, ça sera pour la culture, pour le sport. Vraiment, là, tout le monde, la population aura un magnifique endroit pour se réunir. Finalement, c'est un don qui est fait par l'ancienne génération à la nouvelle. Ça veut dire que c'est une croyance dans le fait que l'éducation, l'instruction, ça compte, c'est une vraie valeur pour notre société. J'ai cité Condorcet qui considérait que l'éducation citoyenne devait s'appuyer sur 3 piliers. Lire, écrire, compter. Et je rajoutais à titre personnel le 4e qui est penser. Je suis impatient d'entendre les rires des enfants, d'entendre les enseignants qui seront probablement admiratifs de l'outil qu'ils leur aient mis à disposition. Un dispositif qui leur permet de vraiment travailler leurs compétences sociales, leurs compétences cognitives pour simplement participer à la vie de la société de demain. Ben voilà, Yves Fradvaux, vous avez dit, le diable se cache dans les détails. Le municipal doit être finalement au four et au moulin. Dernière question, allez, pour le plaisir. Parlons de la combat de ce nouveau restaurant qui vient d'ouvrir, qui connaît des problèmes de ventilation sur le bâtiment communal et aussi de poubelles placées à côté du restaurant, à côté de la terrasse. Est-ce que ça, c'est des choses qu'en tant que municipal, vous allez creuser, vous allez voir les détails et puis vous faites des propositions. Et qu'est-ce qui peut être fait dans ce cas-là ? Alors, sur la ventilation, je sais qu'il y a eu des soucis, et notamment, il y a une alarme qui a sonné l'autre soir. Donc, j'ai eu la police au téléphone, donc il a fallu régler le problème presque soi-même. Donc ça fait c'est vous qui êtes allé tirer la prise. Juste pas. Mais non, on a un concierge de service qui a été s'en occuper, mais effectivement, on doit être disponible presque H24 quand on est municipal. Sur l'histoire des poubelles, je n'ai pas encore eu l'information, donc voilà. Mais par contre, il paraît que ce restaurant est très bon. Donc, allez visiter ce restaurant qui est dans un bâtiment de la commune et puis avec à l'étage des 2 salles qui seront utilisées pour les associations. Donc, on se réjouit de pouvoir les mettre à disposition parce qu'il y a un vrai besoin de salles. On a vu là un besoin de salles de gym, mais de salles communautaires aussi pour les associations de la population. Il y a un vrai manque aussi et on espère que ces salles permettront de combler une partie significative de ce manque. Et ben voilà, Yves Fradvaux, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de FC Politique et merci pour votre franchise et pour vos réponses. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de FC Politique. Alors au revoir.